deux réponses à cette question. Les deux sont vraies et les deux sont inédites. La première, c'est que j'ai accueilli un enfant dans cette période, ce que j'aurais fait certainement dans une autre période, mais c'est tombé à ce moment-là de notre histoire commune. J'avais anticipé que 2020 allait être une grande année. C'était une étrange année, parce qu'accueillir un enfant, c'est magique et compliqué. Quand tu n'as pas le manuel comme moi, enfin, comme nous tous d'ailleurs, c'est vraiment une aventure. Mais alors, en période de confinement, c'était une aventure plus. Et après aussi, le côté un peu insolite d'avoir pendant 2 mois un petit être qui ne sait pas qu'il y a des humains derrière, qui ne sait pas qu'il y a des arbres, qui ne sait pas qu'il y a des rivières, qui ne sait pas qu'il y a des cascades, qui ne sait pas qu'il y a des marmottes, qui sait juste qu'il y a un appartement, qu'il n'y a pas de balcon. Heureusement, il y avait des oiseaux. Donc là, j'ai pu lui dire qu'on n'était pas seul. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, donc après la sidération, comme tout le monde, j'ai eu besoin de silence dans un bruit qui était assourdissant aussi, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, j'ai trouvé. Et puis après, il y a eu une espèce de résilience à l'intérieur du confinement. Et donc, j'en ai profité pour parler de quelque chose qui me tenait à cœur et qui demandait du temps. J'avais un projet à l'Institut des Futurs Souhaitables depuis très longtemps, mais ça demandait un temps cumulé et un temps qu'on n'avait jamais finalement le temps. Vous savez, c'est ce triptyque un peu incroyable que j'ai jamais moi solutionné entre l'urgent, le prioritaire et l'important. J'ai tellement jamais compris que j'ai inventé un mot qui est prioritant. Donc ça, c'est typiquement le projet prioritant. Le projet, vraiment, il faut le faire, mais il faut du temps. Et donc, ça s'appelle CQFD, ce qu'il faudrait ou ce qu'il faut développer en fonction de l'urgence et des velléités que vous avez pour aller dans autre chose, en tout cas dans un monde différent. L'idée, c'était d'aller interviewer aussi, un peu comme ce que vous faites, des gens en qui on a confiance. Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc clé en ce moment dans l'époque là qui s'ouvre, c'est la question de la confiance. C'est pas seulement les idées, mais qui les porte. Je trouve que le bruit a rajouté à la complexité de en qui on a confiance. Voilà, je pense que la confiance est un élément clé de la période qui s'ouvre. Et donc, à l'Institut, nous, on a construit tout sur la confiance. La confiance qu'on a dans les gens, la confiance qu'on a à ne pas rajouter au bruit, la confiance qu'on a à faire le beau service de l'utile. Enfin, il y a plein de trucs qui sont liés à la confiance. Et donc, comme on a un réseau de confiance depuis 20 ans, des gens incroyables qui ont fait plein d'aventures, qui ont fait plein d'erreurs et qui ont la parole précieuse, allez les voir et leur demander c'est quoi les 3 projets, les 3 trucs à expérimenter pour, un, pas revenir à l'anormal, écrit L'_ANORMAL, et surtout pour hâter la métamorphose du monde dans lequel on veut vivre. Donc on a fait ça et grâce à 25 à 50 personnes, 70 personnes ont répondu à l'appel dans l'écosystème de l'Institut et comme ils étaient confinés, ils ont accepté de donner ce temps-là cumulé à ce projet-là. Il y a eu une auto-organisation incroyable, vraiment, mais c'était d'une magie. On a sorti CQFD en 5 semaines, qui sont autant de choses à expérimenter pour aller plus vite dans le monde d'après. C'est la quintessence des quêtes individuelles de tous les gens en qui on avait confiance, qui sont des anthropologues, des sociologues, des entrepreneurs digitaux, des entrepreneurs sociaux, des géographes, des historiens, des prospectivistes, des philosophes. Plein de gens qui ont des parcours complètement singuliers, mais qui se rassemblent sur une chose, c'est qu'ils veulent aller au-delà de ce qu'ils ont connu en s'hybridant avec d'autres pour tenter une aventure. Ça fait très longtemps que dans toutes les conférences de France et de Navarre, on appelle à faire une grande pause. Ça, c'est l'idée géniale de Patrick Vivray, une grande pause politique, c'est-à-dire, et si on prenait le temps de se poser 9 mois, on arrête de faire des lois nouvelles, on essaye de gérer tout le truc qu'on n'a pas eu le temps de gérer, on dégage ce qui est obsolète en fait, parce que le périmètre a changé, les jeux d'acteurs ont changé, la temporalité a changé, donc ça, on ne le traite plus. On choisit ce qu'on veut traiter. Et alors, si on a en plus le luxe de se reprendre 9 mois supplémentaires pour décider ensemble où on veut aller, là, on a la grande pause idéale politique qui nous manque et puis qui permettrait peut-être de nous faire rentrer dans le 21e siècle qui tarde un peu à arriver. Et cette grande pause, finalement, elle nous a été imposée. Qu'est-ce qu'on fait de cette grande pause? Eh bien, ça, c'était la grande vertu dans l'idée de Patrick, c'est qu'on fait l'inventaire de l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est à la fois ce qui nous manque, mais c'est aussi ce à quoi on aspire. Et donc, si on fait la liste cumulée de tout ce qui nous a manqué et de ce à quoi on aspire, on retrouve justement le lien à l'autre, le lien intergénérationnel, ce manque cruel, moi que j'ai profondément ressenti de la nature, cette solidarité nationale qu'on appelle service public et l'importance de tous les premiers de corvée alors qu'on mettait en avant plutôt les premiers de cordée, du fait qu'un enseignant c'est toujours là, qu'une infirmière c'est toujours là, qu'un éboueur c'est toujours là, que il y a une solidarité nationale qui fait que l'État ne s'est pas écroulé,
que la communauté humaine ne s'est pas écroulée, que les chaînes de distribution ont pu nous alimenter. Et ça tombe bien parce que l'alimentation aussi, on s'est posé des questions de ce qu'il y avait dans l'assiette, d'où ça venait, que les circuits locaux, c'était plus un truc ni de bobo, ni de filles et de gars du Larzac. C'est devenu quelque chose de très tangible. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de tenir. Donc moi, je trouve que la vertu de la grande pause, ça nous a permis de faire un truc qu'on n'a jamais le temps, c'est-à-dire de faire l'inventaire de l'essentiel. Et moi, je fais un pari, c'est que maintenant qu'on peut sortir, si on se raconte, quand les cafés vont être ouverts, ça va être encore plus facile, les uns et les autres qui nous a vraiment manqué, en fait, on va converger. Et finalement, l'important pour chacun d'entre nous, ça peut être peut-être le projet politique qui nous manque, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble. C'est important l'intergénérationnel, c'est important la nature, c'est important le service public, c'est important la culture, parce que sans la culture, le confinement, il aurait été vachement plus dur. C'est important tout ça. Et si on dit que ça est l'important, ça devient un projet. Et après, les moyens qu'on va savoir mettre pour arriver vers ce projet, ça s'appelle de la stratégie. Donc moi, ce que j'aimerais, ce à quoi je vais concourir et ce que je serais fier quand ce sera mis en place, c'est de mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale. Alors pourquoi ? Dans toutes les batailles qu'on est en train de mener en ce moment, il va falloir en mener beaucoup parce que les forces rétrogrades sont déjà à l'œuvre. Eh bien, il y a une bataille, à mon avis, préalable à toutes les batailles, c'est la bataille de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut décoloniser l'imaginaire qui nous fait voir le futur comme un horizon fermé. Et puis aussi qui nous fait voir aussi le mirage technologique comme une solution à des problèmes auxquels on n'a pas finalement pris le temps de réfléchir. Moi, j'aime bien rappeler qu'on est toujours aussi ridicule dans une voiture électrique quand on est dans un embouteillage. Ce n'est pas un problème de solution technique nécessairement. Si on n'a pas réfléchi au transport, voire encore mieux à la mobilité, eh bien, voiture électrique avec batterie ou sans batterie, ce sera toujours la même difficulté. Donc, le préalable de tout ça, c'est comment on libère l'imaginaire pour essayer de voir différemment le monde qui pourrait advenir, de faire goûter avec une telle gourmandise qu'on arrive justement à motiver les gens pour le faire, le préparer et le faire advenir. Donc les cours du futur, ça permettrait ça, dans une génération humaine d'enfants. On a appris le présent à la lumière de l'histoire, en fait. On a éclairé finalement ce qu'on vivait à la lumière de ce qui a été. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je suis historien de formation, donc j'apprécie les Mérovingiens, j'apprécie Olympe de Gouges, j'apprécie Hypatie d'Alexandrie, j'apprécie toute l'expérience humaine cumulée de ce qui a été avant. En plus, on voit que sensiblement, ça nous éclaire encore, ce qui veut dire qu'on n'est pas si singulier que ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres générations avant qui ont vécu des problèmes et qui ont eu des solutions. On serait assez bien inspiré de voir ce qui a été. Mais les cours du futur, ce serait la même chose, sauf qu'on regarde de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui pourrait advenir à la faveur d'un certain nombre de choses qui s'appellent la volonté humaine. Et donc, si on mettait dans l'esprit des enfants le fait que demain sera profondément ce qu'ils vont en faire, je pense que ça libérerait non seulement une génération humaine, mais aussi ça libérerait profondément le présent. Le manque vraiment, mais ressenti de nature dans une zone urbaine est quelque chose de viscéral, quoi. Ça remonte à très loin et c'est très profond. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas possible. C'est plus possible d'être n'importe quel étage, moi en l'occurrence au 6e, sans goûter à quelque chose de l'ordre de la racine. Moi, ce qui va changer, c'est que je vais prendre mes rêves au sérieux et je vais en faire une stratégie. On le dit souvent, mais là, je vais le faire vraiment. Et donc, je vais protéger une forêt, je vais acheter une forêt, je vais faire un truc avec la forêt pour la laisser se réensauvager. Je trouve que la domestication qu'on a fait de la nature, qui nous a permis de nous émanciper, d'être là où on en est maintenant, est mortifère. Ça fait tellement de temps qu'on le dit. Là, on l'a, je pense, profondément ressenti. En tout cas, moi, je l'ai profondément ressenti. Donc, réensauvager une forêt, ce sera ma part et mon objectif dans les prochains temps. Si on est beaucoup à le faire, ça peut le faire pas mal parce que ça peut faire des corridors écologiques assez intéressants partout en Europe. Et donc, je me suis renseigné pour essayer de trouver les moyens de protéger une forêt. Et donc voilà, c'est un jeu compliqué, hein, puisque les forêts, c'est les niches fiscales notamment, mais pas que. Et donc, il y a aussi l'option de reboiser, donc de créer des nouvelles forêts. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Il y a Maxime de Rostolan qui va lancer un super projet. Il y a Reforest Action qui font des choses vraiment excellentes. Il y a des Écossais qui font ça aussi de manière assez singulière. Moi, je suis devenu lord écossais aussi il y a 4 ans. Donc j'ai eu le bonheur d'acheter 1 mètre carré d'une forêt très ancienne et les titres de noblesse en Écosse sont liés justement à la propriété d'une forêt, ce qui fait qu'on est 100 000 lords et ladies puisqu'on a tous 1 mètre carré et c'est fait pour que celles et ceux qui voudraient nous exproprier pour faire une autoroute notamment, qui était le projet,
Ils peuvent le faire, mais avec 100 000 propriétaires d'1 mètre carré, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher en justice qu'en infrastructure d'ingénierie. Voilà le genre de résistance créative qui me plaît assez bien, même si voilà, le côté aristocrate chez nous, on est passé à autre chose en termes de république, mais si on avait un peu de propriété à 1 mètre carré dans chaque parcelle en Europe, une forêt, donc on pourrait créer sa propre forêt avec des êtres centenaires de Hongrie, avec des chênes, des bouleaux peut-être russes, ce serait assez intéressant. Donc voilà, la forêt est quelque chose qui m'appelle, l'appel de la forêt, comme dirait Jack London.